Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais te faire un petit bilan, un bilan de mon GR20. Donc le GR20, tu dois connaître, cité ici, c'est un sentier de randonnée qui traverse la Corse, où tu vas partir dans le sens officiel, donc du nord au sud, de Calenzana, la ville de Calenzana, jusqu'à Conca. Conca, du coup, qui est la ville d'arrivée du GR20 et qui se situe au sud du GR20. C'est un sentier de randonnée qui fait à peu près 180 km et environ 10 000 mètres de dénivelé et qui peut se faire de une journée, non, on va dire de 30 heures, si on prend le record masculin, à 16 jours, même plus, en fonction de comment tu découpes tes étapes. Mais officiellement, il y a 16 étapes, c'est-à-dire qu'il y a 16 refuges plus ou moins PNR qui balisent en fait tout simplement le GR. Donc moi j'ai effectué ce GR20 en 8 jours. Donc j'ai doublé chaque étape officielle. J'ai marché environ de 6 heures jusqu'à 8h30 par jour. C'est ce qu'il me fallait pour réaliser une double étape. Je me levais environ à 6 heures du matin et je terminais mon étape environ à 14 heures, 15 heures, voire 16h30 maximum, sachant qu'en général, je prenais à peu près une petite pause toutes les 2 heures et des fois même, je m'arrêtais manger un petit sandwich pendant une trentaine de minutes durant ma journée. Donc voilà, je vais te faire un petit peu un résumé, un petit bilan, un petit retour d'expérience concernant ce beau tracé qui est le GR20. Alors déjà, il faut savoir que je suis parti donc relativement léger. J'ai réservé des places en bivouac sur le site du PNR où j'ai payé approximativement 8 à 9 euros la place. Sachant que même s'il n'y a pas de place et que tu te présentes sur le refuge, tu peux quand même dormir, sauf que tu paieras le double. Donc tu paieras 16 euros, ce qui peut jouer énormément sur ton budget côté GR. Voilà. Je suis parti, moi, du sens sud et je suis remonté vers le nord. Donc je l'ai fait en sens inverse. Et ça, je regrette. Pourquoi je regrette? En fait, déjà, parce que le sens officiel du GR, où tu as un beau panneau finisher à l'arrivée, c'est du nord au sud. Et quand j'ai démarré du sud, il y a une femme à l'épicerie du coup de Conca qui m'a dit: vous ne faites pas le GR, c'est du nord jusqu'au sud. J'avoue que ça m'a un peu vexé. En soi, ça change pas grand-chose. Le sentier est le même quasiment. C'est juste que officiellement, dans l'histoire, ça se fait du nord au sud. Et vu que j'étais un des seuls, bah finalement, j'ai rencontré énormément de personnes. J'ai croisé beaucoup de monde. Mais toutes mes rencontres furent très éphémères. Dans le sens où, bah, tout simplement, je l'ai rencontré pour un soir. On arrivait au refuge, je discutais avec, on créait un lien. Et le lendemain, ce lien était terminé, finito, parce que tout simplement, on allait l'un et l'autre au sens opposé. Donc voilà, ça c'est le premier point négatif, c'est qu'il n'y avait pas de suivi dans mes relations. Le GR, c'est un environnement extrêmement sociable. Tu peux socialiser facilement sur GR. Tu fais des rencontres qui se maintiennent dans le temps, des gens que tu retrouves tous les soirs quasiment parce qu'ils sont sur le même tracé que toi et ils font approximativement le même nombre d'étapes par jour. Et ça, je ne l'ai pas eu. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et il y a aussi le fait que vu que j'arrivais en face des randonneurs qui partaient du nord, eh bien, c'était un peu lassant, un peu exaspérant au bout d'un moment de devoir toujours dire bonjour, 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 salut, bonjour, bonjour, bonjour. Quand tu le fais 10 fois, 20 fois par jour, ça va. Mais quand tu croises 300 personnes au bout d'un moment, ça peut être un peu lassant. En plus de ça, vu que j'arrivais en face, il y avait toujours cette question de est-ce que je laisse passer les gens? Est-ce que les gens me laissent passer? Encore une fois, cette action en elle-même, ça ne demande pas beaucoup d'énergie, mais à répéter 100 fois, 200, 300, 400 fois par jour, j'avoue que c'est un petit peu coûteux. Donc ça, c'est l'aspect négatif vraiment d'être parti du sud et d'être remonté vers le nord. Voilà. Au niveau du sac, j'ai pris un sac Osprey que j'adore, Talon Velocity. Vous voyez, c'est ce sac-là. Ce sac-là, il fait uniquement 30 litres. C'est pas énorme, 30 litres. Pour beaucoup, 30 litres, ça suffit pas. 30 litres, c'est pour une rando à la journée. Sauf que non, dans ce sac 30 litres, j'avais tout. J'avais mes affaires de toilette, mes affaires de rechange, mon duvet, ma tente, mon tapis, etc., etc. Donc tout rentrait dedans. La tente, dedans, le duvet dedans, j'avais le tapis à l'extérieur ici, et le reste servait à mettre mes vêtements. J'avais un sac compressible où je mettais tous mes vêtements dedans, et ma bouffe au-dessus, un peu autour, etc. Et ça passait largement, j'aurais même pu en mettre plus. L'avantage des petits sacs comme ça, c'est que tu es contraint de ne pas mettre trop d'affaires et que ça pèse moins lourd tout simplement. Parce que le nombre de gens que j'ai vus sur le GR, qui est quand même un sentier qui n'est pas facile, avec des sacs blindés, des sacs de 60-70 litres, de 15 à 20 kilos, alors que les 10 personnes en question avaient des conditions physiques qui n'étaient clairement pas des conditions d'athlète, non.
et ben forcément ça rendait leur rando exaspérante. C'était extrêmement inconfortable et ça va favoriser les blessures parce que quand tu tapes des descentes, des kilomètres de dénivelé négatif avec un sac de 20 kilos sur le dos, bah, je peux t'assurer que tes genoux, bah, ils prennent tarif en fait, ils prennent super cher. Donc vraiment, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore parti sur le GR, sache que le confort, ça ne passe pas par l'équipement qu'il y a avec toi, enfin si ça passe en partie, mais ça passe surtout par le poids de ton sac. Plus ton sac est léger, moins tu subiras ton GR, plus tu prendras du plaisir à arpenter ces chemins et moins tu te feras mal. Donc voilà, pense vraiment à prendre un sac léger, s'il te plaît, ne le remplis pas trop s'il est gros, et même si tu veux prendre un petit sac, vas-y, prends un petit sac, c'est mieux. Donc voilà pour le sac. Sinon, niveau matos, j'ai fait deux erreurs principalement. La première, c'est que je suis parti avec des chaussures de trail, toujours dans une optique de légèreté. Sauf que là, je me suis gouré. Pourquoi je me suis gouré? Parce que les chaussures de trail, elles ont beau être légères et pratiques, elles ne maintiennent pas la cheville. Et ta cheville, elle est hyper sollicitée pendant le GR20, surtout dans les endroits techniques. Du coup, au niveau des tendons, au niveau de la cheville et au niveau des pieds, j'ai eu beaucoup de douleurs. Heureusement, ça n'a duré que le jour, donc j'ai fait avec. Mais je pense qu'à maintes reprises, je ne suis pas passé loin de me blesser. Donc si c'était à refaire, je prendrais des chaussures de randonnée, pas des chaussures hautes, parce que c'est trop gros, mais des chaussures, on va dire, qui maintiennent la cheville, donc des chaussures moyennes, quoi, mi-hautes. L'autre terrible erreur que j'ai pu faire, c'est que j'ai pris un sac de couchage d'été. Donc un sac de couchage qui était à peu près confort 10 degrés. Or, on a beau être en Corse, il suffit que tu n'aies pas de chance avec la météo, et je t'assure, il va faire super froid. Il faisait super froid le soir. Quand tu dors à 2000 mètres d'altitude, que tu as un vent glacial qui te rentre dans la gueule, etc., bah, tu passes des nuits de merde. Et j'ai vraiment passé des nuits de merde. Et ça a joué sur forcément ma récupération. Quand tu dors 3 heures par nuit, c'est pas terrible. Ça joue sur ton humeur, ça joue sur ta fragilité aussi. Tu pars le matin très tôt et tu es crevé. Donc en général, tu passes des matinées compliquées. Ça n'a rien à voir avec le fait de se lever en pleine forme et de partir avec une déterre pour bouffer une grosse étape. Là, tu pars, tu es déjà crevé. Donc ça me l'a fait quand même deux fois où je me suis vraiment senti fatigué et là ça a été dur. Heureusement, quand je suis passé par le site du PNR, le hasard fait bien les choses, il y avait des nuits où il n'y avait pas de place en refuge. Et à ce moment-là, je ne savais pas que l'on pouvait réserver, qu'on pouvait prendre une place sans réserver. Du coup, j'ai pris deux nuits en dur. Et ces nuits en dur, elles m'ont vraiment sauvé la vie. Parce que j'avais accès à un lit, j'avais pas à monter ma tente, il faisait bon, il faisait chaud à l'intérieur. Donc ça, c'était vraiment génial. Donc ça, c'était le gros point positif, c'est d'avoir pris des lits en dur. Alors niveau bouffe, moi, quand je suis parti, j'avais pas grand-chose en termes de bouffe. Je m'étais arrêté au supermarché de Porto Vecchio avant d'aller à Conques, pardon. Et du coup, j'avais pris des pâtes, des boîtes de conserve, etc. Quand je parle de boîtes de conserve, je ne parle pas de grosses boîtes de cassoulet parce que c'est pas du tout optimal pour une aventure de ce type. Je te parle de sardines, de thon, de maquereaux, de choses comme ça. Et j'ai pris bien sûr un petit truc, un game changer que je te recommande vraiment. C'est des sortes arômes Maggi, goût plein sud. Et ça, tu saupoudres tes pâtes avec ça. Et franchement, t'es bien, hein. Tu prends du plaisir. Surtout après une grosse journée de rando, ça passe tout seul. C'est nickel. Et pourquoi je dis que j'aurais dû prendre plus? Parce qu'en fait, j'avais pas conscience que le prix en refuge était vraiment excessif. Dans le sens où, quand tu vas dans un supermarché traditionnel, tu vas payer ton paquet de tucs. Tu vois, les tucs, c'est des biscuits salés. Tu vas les payer 1 euro. En refuge, je pensais que ça coûterait 2 euros. Le double, c'est déjà pas mal le double. Sauf que non, ça pouvait coûter jusqu'à 4 euros, voire 5 euros. Donc à partir de ce moment-là, sachant que tu es sur des journées à 4500 calories, si tu as envie de manger convenablement, eh ben, tu es obligé de dépenser beaucoup d'argent. Et en plus de ça, ils ne prennent pas la carte là-haut. Il y a quelques endroits, c'est très rare, où tu peux prendre ta carte bancaire. Donc il faut partir avec beaucoup d'espèces. Moi, je suis parti avec 150 euros d'espèces. C'était pas assez. Heureusement, il y a une ville qui s'appelle Vizavone. Et cette ville, elle est un peu, c'est la ville qui fait frontière entre la partie nord de la Corse et la partie sud de la Corse. Et dans cette partie, tu pourras utiliser ta carte bancaire pour te ravitailler. Donc moi, j'en ai bien profité. Une fois arrivé à Vizavone, en plus l'épicerie était quand même moins chère que dans les refuges. J'ai vraiment, j'ai dépensé 50 balles de bouffe, quoi. Donc je suis parti avec un sac quand même un peu plus lourd, mais j'avais des pâtes, du sauciflard, du fromage, des conserves et du sucre. Donc là, j'étais bien. D'ailleurs, en parlant de sucre, moi, niveau alimentation, on parle souvent de manger assez, mais on ne parle pas de comment bien manger quand tu es sur une randonnée plus ou moins sportive. En fait, il faut savoir que manger, ça apporte de l'énergie, mais ça en coûte aussi. Et l'erreur que tu pourrais faire, c'est bouffer un gros repas à midi, un gros sandwich avec plein de saucissons et de fromage juste avant une montée. Et là, je peux t'assurer que la montée, tu vas la subir. Tu auras les BPM qui vont grimper en flèche, tu auras chaud, tu te sentiras lourd, tu n'auras pas d'énergie.
Tout simplement parce que le sang, du coup, qui circule dans ton corps, il va pas être orienté vers tes muscles, mais il va être orienté vers ton système digestif pour te permettre de digérer tout ce gros sandwich. Donc, j'ai 2 conseils à te donner. Si tu es vraiment en mode tryhard, tu veux aller vite, tu veux être efficace, tu veux être productif, un peu comme moi, bah, dans ce cas-là, consomme que du sucre. De toute façon, tu vas envoyer un gros débit, donc tu vas consommer énormément de sucre. Tu vas être sur ta filière, bon, tu vas oxyder des graisses, mais tu vas aussi oxyder beaucoup de glucides, de carburant. Donc dans ces cas-là, prends des barres, prends du lait concentré sucré, ça c'est génial, c'est comme un gel énergétique, sauf que c'est lacté. Du coup, mais bon, t'as pas d'esprit, donc ça va, tu peux en consommer. Ça te donne un coup de fouet d'enfer, c'est absolument génial. Donc le matin, tu te prends pas un giga petit déj, juste tu prends des barres, tu prends du sucre, tu prends des abricots secs, tu prends des tucs. Les tucs, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que quand tu fais une giga randonnée comme ça, tu vas énormément transpirer, tu vas perdre énormément de minéraux. Et donc prendre des produits du coup salés, ça va te permettre de durer dans le temps, ça va te permettre de ne pas être trop vite déshydraté. Donc voilà, prends des trucs, c'est hyper important. Et ce que tu fais, c'est que tu fais ta journée pleine balle, tu kiffes, voilà. En vrai, si tu as envie de manger un sandwich, mange un sandwich, il n'y a pas de souci, c'est hyper confortable de manger un sandwich au sommet. C'est aussi pour ce plaisir qu'on fait de la randonnée. Mais cependant, pour optimiser, je te conseille de consommer uniquement des barres, du sucre, etc. Et de surtout ne pas te péter le bide avant une montée. Si tu dois manger, mange avant une descente, parce que pendant la descente, ça va être technique, mais tu vas être moins sur un effort purement musculaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et bien sûr, le soir, bah, tu manges plus, quoi. T'arrives, peu importe l'heure, hein, il est 15h, 16h, 14h, tu manges. Et à 20h, 19h, tu te fais un bon repas aussi, tu te fais un gros plat de pâtes. Moi, personnellement, j'ai choisi à chaque fois de me faire des pâtes et des sardines le soir parce que déjà, le prix des repas en refuge, c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Tu vas payer 22 € et tu vas pas spécialement bien manger. Peut-être qu'il y en a où tu mangeras mieux que d'autres, certes, mais tu risques peut-être d'être frustré au niveau des quantités ou d'en avoir trop en fonction de ton appétit. Mais l'avantage du coup de faire ces plats soi-même, c'est qu'au moins tu sais ce que tu manges, tu mets la dose que tu désires et au moins tu es bien. Et en plus de ça, dans les refuges, sincèrement, il y a le coin popote, c'est-à-dire le coin où cuisinent les gens. Il y a une petite ambiance qui est sympa. Chacun fait cuire ses pâtes, chacun fait cuire son riz, sa soupe, etc. On se donne des conseils entre nous, des petites astuces. Comment tu manges quoi ça, etc. Qu'est-ce que tu fais pour manger assez? Quel goût ça a? Tu fais goûter, etc. Tu peux avoir des moments de partage où on va partager un bout de saucisson ensemble, un bon fromage corse, parce qu'il y a une multitude de fromages corse. Et du coup, tu auras envie d'en essayer, tu auras envie de faire goûter ceux que tu as trouvé bons, etc., etc. Et cette ambiance, elle est plutôt chouette. Et en plus, tu manges à l'heure que tu veux, parce que sinon, quand tu manges en refuge, c'est toujours 18h30. Et peut-être que tu n'as pas faim à 18h30, que tu préfères manger vers 20h, tout simplement. Donc ça t'offre ce luxe, ça t'offre cette opportunité. Donc voilà pour l'aspect alimentation. Après, au niveau des journées de rando, je trouve surtout si tu randonnes seul, tu vas traverser plusieurs phases. Moi, perso, le matin, des fois, j'avais des phases d'euphorie, dans le sens où je me sentais extrêmement en forme, extrêmement connecté à mon environnement, et d'autres fois où je déprimais un peu, où ça me paraissait long, où ça me paraissait dur, où j'étais agacé par la caillasse, la technicité du terrain. Mais il y a un dicton que j'aime bien, c'est qu'après l'hiver, il y a toujours le printemps. C'est-à-dire que même si tu traverses une phase difficile à un moment, sache que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une finalité, que c'est uniquement temporaire. Et qu'après coup, bah, ça se trouve, tu kifferas, d'ici 1 heure, tu vas kiffer de ouf. Et c'est comme de la course à pied en ultra trail ou quoi. Il y a toujours plusieurs phases. Et il y a des moments où ça va être dur, des moments où ça va être plus facile, et les deux vont s'alterner. Donc voilà, sache-le et, euh, et profites-en à fond, quoi. Profites-en à fond, ouais. Mm. Au niveau de la consommation d'électricité, il faut savoir que dans les refuges, il n'y a pas forcément des multiprises. C'est un peu la guerre, je trouve ça dommage, pour charger les téléphones, les batteries, etc. Donc il y a des refuges, des fois, quand tu arriveras tôt, tu pourras facilement faire charger ou en laissant ta batterie la nuit. Donc je te conseille vraiment en fait de prendre une batterie. Ça coûte un peu plus cher, c'est un peu plus lourd à porter, mais au moins avec une batterie portable, tu auras 3 charges de téléphone, donc ça te laissera beaucoup plus de marge pour pas te retrouver à court de batterie, parce que malgré tout, je pense que c'est quand même important sur les sentiers d'avoir de la batterie sur ton téléphone en cas d'urgence. Et voilà quoi. Au niveau de l'ambiance en refuge, c'est très cool. Tu as beaucoup de monde, les gens se parlent, surtout que ça capte pas forcément, donc les gens sont plus connectés entre eux, forcément, vu qu'ils peuvent pas être connectés avec l'extérieur. Et ça, c'est plutôt chouette. Il n'y a pas de vol, il y a très peu de vols, même si le fait que pourtant il y a énormément de gens qui ont beaucoup d'espèces avec eux, bah, je sais pas, vu que c'est dans l'esprit rando, les gens ne se volent pas entre eux, et ça, c'est un point très positif. Il y a beaucoup de jeunes aussi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes de 16 ans, putain, tout seul, hein, à 20 ans, 22, 23 ans, il y en avait beaucoup. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle, plutôt sympa. Même si parfois j'ai vu certains groupes qui se promenaient en randonnant avec une enceinte JBL en écoutant de la musique autotunée style Joule. Je trouve ça vraiment dommage. Ça casse ce délire quand même d'entendre ça en pleine montagne. Donc voilà. En tout cas, peu importe le temps que tu prendras, que tu fasses le GR en 3, 5, 8, 16 jours, c'est toujours un kiff.
Et je trouve ça bien de ne pas juger les gens sur le temps qu'ils mettent. C'est-à-dire que si la personne elle le fait en 16 jours, bah, elle fait ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle a envie de prendre le temps de kiffer, d'avancer tranquillement et tout. Et si la personne elle le fait en 3 jours, lui dis pas que genre elle profite pas du paysage, c'est pas vrai. Quand tu vas vite en montagne, tu as une sensation de fluidité, tu te sens comme l'eau qui coule, c'est génial. Le fait d'être fluide avec son environnement, d'aller vite, ça peut être une sensation incroyable. Le fait de lever la tête après s'être tapé une montée pleine balle en montant 1000 mètres de dénivelé à l'heure, bah, c'est un kiff absolu. Donc juge pas les personnes qui font ça en fait. C'est absolument génial aussi. Tout comme on va pas juger quelqu'un qui prend son temps. Donc chacun le fait à sa manière et c'est ce qui est chouette avec le GR. Il faut savoir que la partie nord est quand même vachement plus technique que la partie sud, mais elle n'est pas plus simple. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on va dire que oui, le nord c'est dur. Oui, en effet, le nord c'est dur. Mais les étapes en doublant dans le nord c'est 16 km et 1005 ou 1006 de dénivelé. Moi, la première étape dans le sud c'était roulant, mais j'ai fait 30 bornes et 2006 de dénivelé. Donc oui, c'est pas technique. Oui, c'est roulant. C'est certes, mais ça reste beaucoup plus dur physiquement parce que tu as besoin de plus de caisse, tu as besoin de plus d'endurance. C'est moins mentalement difficile, c'est moins nerveux parce que tu as moins de technicité, ton pied va moins se casser entre les cailloux, etc. Mais ça reste pas plus facile. Donc sache que aucune partie n'est plus simple que l'autre. Il y en a juste une qui est beaucoup plus technique. Et en fonction de comment tu appréhendes la montagne, ça te paraîtra plus dur ou plus simple. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est faite un peu sur un coup de tête. Mais voilà, moi j'ai envie de la faire pour moi, pour mon souvenir, et pour te faire kiffer, pour te faire profiter de l'expérience si besoin. Allez, ciao!